Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir pour ce point complet sur l'actualité du jour à Monaco et dont voici les principaux titres. Monaco a célébré hier le 14 juillet, jour de la fête nationale française, et les carabiniers du Prince ont également été invités à défiler à Nice à cette occasion. Nous serons avec la présidente de l'Association des enfants du pays, cette grande composante de la communauté française de Monaco. Géraldine Gallo-Motillon fera le point sur leur situation particulière, un peu plus d'un an après la reconnaissance de leur statut. Le mois de juillet est toujours synonyme de vente aux enchères estivales et Monaco est particulièrement prisé par les grandes maisons internationales. Nous verrons les petits trésors que propose notamment Arcurial. Et pour les amateurs d'art, un petit détour incontournable ce week-end également au salon Art Monte Carlo qui a transformé le Grimaldi Forum en un véritable temple du design et de l'art contemporain. Enfin, coup de projecteur sur la programmation estivale des ballets de Monte Carlo qui remonte sur scène pour plusieurs représentations. Mais tout d'abord, débutons ce journal avec ces images tournées hier à Nice, symbole de la belle amitié qui unit Monaco à la région française voisine. Un détachement de la compagnie des Carabiniers du Prince a pris part aux festivités du 14 juillet. C'est assez exceptionnel car les carabiniers participent rarement à ce type d'événement hors les frontières. La seule fois où ils avaient déjà défilé en France, c'était aussi un 14 juillet, en 2014 sur les Champs-Élysées. Hier, c'est sur la promenade des Anglais qu'ils ont effectué une prise d'armes puis défilé à l'invitation et sous le regard du maire de la ville, Christian Estrosi. Le ministre d'État, Pierre Dartout, était également présent. Le 14 juillet, qui est donc traditionnellement célébré à Monaco, nous l'avons vu hier avec la Garden Party organisée à l'initiative de l'ambassadeur de France. Il faut dire qu'il existe des liens profonds et historiques entre les deux pays et que la communauté française de Monaco est très importante. Parmi elles, il y a les enfants du pays, ces Français qui, de génération en génération, sont restés établis à Monaco. La présidente de l'association qui les rassemble est notre invitée ce soir. Bonsoir Géraldine Gallo-Motillon. Bonsoir Madame Navarro. Nous évoquions hier avec l'ambassadeur de France à Monaco cette communauté française dont l'histoire familiale se mêle, l'histoire de Monaco, ces fameux enfants du pays. Ils représentent la majeure partie des Français de Monaco aujourd'hui. Alors, il y a à peu près 5900 Français à Monaco inscrits. Il y a 9000 Français qui sont en principauté. Et dans cela, les services fiscaux nous ont dit qu'il y avait à peu près 3600 certificats de domicile, attestation de résidence. Donc, il y a, grosso modo, 3600 Français enfants du pays à Monaco. Mais alors, qui est considéré comme enfant du pays ? Alors, d'après la loi qui a été votée l'année dernière, qui a été quand même une avancée importante, sont enfants du pays les personnes qui sont nées en principauté et qui y vivent de façon continue. Il y a aussi les enfants qui ont été adoptés à leur minorité. Et quelles sont leurs aspirations aujourd'hui? C'est de continuer à s'épanouir au sein de la principauté? Tout à fait, je veux dire, pour les enfants du pays, Monaco est totalement leur pays. Donc on est né ici, on a tous les attaches ici, on considère que c'est notre pays, on ne veut absolument pas le quitter. Et puis on a toutes nos racines qui sont ici. Donc évidemment, ça serait un crève-cœur pour nous d'en partir. Vous l'avez dit Géraldine, il y a eu une très belle avancée pour les enfants du pays. C'était il y a un peu plus d'un an avec une loi définissant leur statut. Mais est-ce que ce geste est suffisant ou est-ce que vous en attendez un peu plus ? Si vous voulez, c'est un commencement. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord nous définir pour voir ensuite ce que l'on peut faire pour les enfants du pays. Maintenant, à côté de ça, il n'y a rien qui est attaché pour l'instant à cette loi, si ce n'est que, oui, vous avez la loi 1235 qui a été modifiée, et donc les enfants du pays apparaissent de nouveau dans cette loi avec plusieurs catégories. Donc pour le logement, c'est vraiment une façon de nous protéger, de faire en sorte que l'on puisse rester ici. Mais le logement est vraiment une très très grosse problématique. Oui, c'est une problématique à laquelle doivent faire face effectivement aussi les Monégasques eux-mêmes. Y a-t-il d'autres difficultés majeures que rencontrent les enfants du pays ? Par exemple, nos enfants, lorsqu'ils partent étudier, ont une mensuétude de la part des autorités monégasques, puisqu'ils peuvent conserver leur carte de résident à condition qu'ils aient toujours l'adresse chez les parents. Et donc, ils peuvent partir en France ou partir à l'étranger pour étudier. Ils restent donc
je dirais, sur le territoire de la principauté. Mais il faut savoir que lorsque leurs études sont finies, ils doivent impérativement revenir, sinon ils perdent leur carte de résident et puis surtout ils perdent donc l'accès au secteur protégé parce que toute coupure veut dire impossibilité pour eux de revenir. Et donc ça les empêche, si vous voulez, de faire une expérience à l'étranger ou en France pendant 1 an, pendant 2 ans et il faut impérativement qu'ils reviennent systématiquement et c'est, je dirais, préjudiciable pour eux. Est-ce que la fiscalité reste aussi aujourd'hui un problème, une question ? Alors la fiscalité reste une question, alors au niveau CSG, CRDS pour les enfants du pays, mais de façon plus globale pour les Français qui ne sont pas enfants du pays, eux sont restés imposables. Une des autres problématiques, c'est cette fois-ci pour nos aînés, puisque de la même façon, ils ne trouvent pas de place en maison de retraite à Monaco. Donc, ils se rabattent, je dirais, sur les maisons de retraite en France. Et par la même façon, au bout de 6 mois, ils doivent rendre leur carte de résidence s'ils ne reviennent pas en principauté. Et tout ça est bien sûr préjudiciable, puisqu'ils perdent leur carte de résident, ils perdent leur certificat de domicile. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne seront plus, au moment donc de leur décès, avec des règles monégasques pour la succession, mais ils auront des règles françaises. Mais dans l'élan du vote de l'an dernier, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir des enfants du pays. Il y a en tout cas une réelle préoccupation de la part des autorités, gouvernement, Conseil national, palais bien évidemment. Alors, je pense qu'il y a une vraie préoccupation. En plus, on nous a annoncé ces fameux 30 appartements au niveau des Lucioles. Donc, on espère que ce projet va vraiment avoir lieu. Il y a aussi cette foncière de logement donc, pour des appartements. On espère que tout va vraiment maintenant se mettre bien en route. Et puis, il y a également une communauté de résidents français qui ne cesse de s'agrandir et qui est très dynamique. Ce ne sont pas des enfants du pays, mais il y a un lien entre les enfants du pays et ces nouveaux résidents français, des intérêts communs, c'est certain. Alors, il y a vraiment une communauté française qui est présente, qui est quand même de 24,5% sur les 39 000 personnes vivant à Monaco, donc c'est très important. C'est la communauté, je dirais, la plus importante, puisque les Monégasques sont derrière. Maintenant, il faut quand même signaler que la communauté française était de plus de 15 000 personnes auparavant et que donc elle a aussi dramatiquement chuté. Alors en priorité, ça avait été au sujet de l'imposition, puisque ça avait fait partir beaucoup de monde. Le logement est le deuxième raison pour laquelle les Français quittent Monaco. Géraldine Gallo-Motillon, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour ce focus sur les enfants du pays et les Français de Monaco. Merci beaucoup. Au revoir. Le mois de juillet à Monaco rime depuis de nombreuses années avec vente aux enchères. La maison Arcurial notamment prend ses quartiers d'été ici et ses prochaines vacations débuteront dimanche à l'hôtel Hermitage. Entre bijoux et montres d'exception ou encore sculptures, voyez ce reportage aux 1000 trésors de Fabien Bodilla et Julien Laugier. Ce seront au total 9 vacations de dimanche 18h à jeudi 16h, 3 de joaillerie avec 460 bijoux, 3 vacations horlogères, hommes et femmes, avec près de 300 lots, mais également une vente Hermès, une consacrée aux sculptures et enfin une à la bande dessinée de Enki Bilal. Cette vente estivale est toujours très attendue. Ça fait donc 17 ans qu'on est ici, donc très important au point de vue de notre notoriété ici, notre présence, nos clients aussi. On a comme un rendez-vous, les uns et les autres s'attendent et on est tous très contents de se voir. Et puis voilà, on essaye de se diversifier aussi avec d'autres domaines et d'autres spécialités. Parmi les nombreux lots proposés, certains devraient faire s'envoler les enchères. Quelques coups de cœur, un très joli diamant dans la vente de joaillerie. Un diamant assez important qui fait 17 carats 50, qui est d'une très belle couleur, la meilleure couleur, donc D, et qui est estimé autour de 1 million d'euros. Dans la vente de sculptures, il y a des jolis Lalanne et un Mickey de Saint-Phal aussi qui sont de sacrés coups de cœur. Autre exemple de vente du côté des montres, ce n'est pas la plus chère, mais elle devrait avoir une valeur sentimentale pour le prochain acquéreur. Cette montre est très particulière parce qu'elle a appartenu à Johnny Hallyday, donc l'idole des jeunes. Alors, ce qui est très intéressant sur cette montre, elle est signée d'un horloger qui s'appelle Storm. Mais au-delà de ça, c'est en fait la décoration du boîtier. Donc on sait que Johnny Hallyday aimait beaucoup les memento mori, notamment les têtes de mort. J'espère que ce sera un fan de Johnny qui va l'acquérir. Voilà, c'est toujours émouvant de se dire qu'on a une montre qui a appartenu à une légende, voilà, française.
Donc elle sera présentée, on l'a estimée entre 5 et 10 000 euros. Bon, on verra. Coup d'envoi des ventes Arcurial, ce dimanche 18h à l'hôtel Hermitage, pour commencer une vente de montres, la Sparkling Collection. Et enfin, dernière vente ce jeudi 16h, de la BD pour la première fois en principauté, avec 23 cases et 2 couvertures du dessinateur Enki Bilal. Et toujours dans le domaine de l'art et des œuvres rares ou précieuses, les amateurs du genre pourront se rendre tout au long du week-end au salon Art Monte Carlo au Grimaldi Forum. Une sélection de galeries internationales y est présente, dont la prestigieuse galerie Other & Wirth. Vanessa Dessy, Lionel Bernardi et Louis Borgia sont partis à la découverte des œuvres que l'on peut y voir. Dans l'esprit, Art Genève, Art Monte Carlo se distingue par une sélection pointue de galeries internationales de premier plan. Other & Wirth, exposant pour la 2e fois, offre un choix de différentes œuvres d'art aux visiteurs. Alors les œuvres, on les a sélectionnées à la fois pour la sensibilité des collectionneurs que l'on connaît ici, et puis parce qu'on a envie de faire en fait une sorte d'exposition un peu généraliste pour montrer différents artistes de notre programme et qui représentent un petit peu le fil rouge de ce qu'on fait depuis toutes ces années. Donc il y a des artistes comme George Condo qui est derrière moi, comme Paul McCarthy que l'on montre à la galerie, Pippi Lottiris de Frank Bowling par exemple. La pièce maîtresse est signée George Condo, un artiste américain d'une renommée internationale. Il s'agit d'une peinture sur papier qui sort à peine du studio de l'artiste. C'est une réflexion sur la société américaine. George Condo travaille à New York. Il avait dans ses amis Keith Haring, par exemple. Il a connu vraiment toute cette époque de New York dans les années 80. Et ça, c'est une série assez récente qui reprend un petit peu de cubisme aussi, qui reprend des choses un peu pop, mais elle est très expressive et elle est très séduisante. La galerie proposera une exposition de George Condo au musée océanographique en mars prochain. Après ce large chapitre consacré à l'art et aux événements culturels du week-end, place au sport et cette double bonne nouvelle pour la Roca Team, l'annonce d'un renfort de poids tout d'abord avec l'arrivée d'Eli Okobo. C'est une sacrée prise puisqu'il arrive en provenance de l'Asvel et il avait d'ailleurs été l'un des bourreaux des Monégasques lors de la finale perdue du championnat de France. Et puis, c'est officiel aussi, et c'est une excellente nouvelle aussi. Mike James fera bien partie de l'effectif de la Roca Team la saison prochaine. Le meneur américain qui a fait les grandes heures de l'équipe de basket monégasque en Euroleague et en championnat de Betclic Elite a prolongé son contrat de 2 ans. Le club indique sur son site que Mike James, compétiteur hors norme, ambitionne pour la saison prochaine le Final Four d'Euroleague et le titre de champion de France. Ça promet donc. Ce sera le grand rendez-vous sportif du mois d'août à Monaco. Le meeting Hercules aura lieu le 10 août prochain et l'affiche promet d'être belle. De nouvelles confirmations sont intervenues. Le plateau sera relevé, comme va nous le révéler le directeur adjoint de la Fédération monégasque d'athlétisme. Bonsoir Frédéric Chocard. Bonsoir Patricia. Nous sommes à un peu moins d'un mois maintenant du meeting Hercules 2022. Alors ce meeting reprend ses dates originelles en août. Ce n'est pas un changement handicapant déjà tout d'abord? Alors le mois d'août est pas si facile pour nous puisque en plein milieu du week-end du 15 août. Mais cette date du 10 août, Frédéric Chocard, elle est peut-être particulièrement pertinente pour les athlètes, hein? Alors pour les athlètes, c'est pas facile non plus. En fait, c'est une année compliquée puisque les championnats du monde de Eugene aux États-Unis ont été reportés de 2021 à 2022 et sont placés au mois de juillet à notre date traditionnelle. Et du coup, tout le calendrier des meetings est décalé. On a dû se positionner au mois d'août à une date particulière. Début août ont lieu les Jeux du Commonwealth à Birmingham. Fin août ont lieu les championnats d'Europe à Munich. Il ne restait que cette fenêtre dans cette semaine du 15 août, donc tout se met en place en effet. Oui, ce sera un entre-deux pour les athlètes. Alors comment s'annonce-t-elle cette édition 2022 ? Alors, je parlais de complications organisationnelles, c'est le cas, c'est toujours le cas, hein, puisque depuis 2 ans, c'est vrai qu'on a des défis permanents. Cette année, on revient à une jauge maximale, donc on espère faire le plein et donc remplir les 16 000 places du stade Louis II. Donc, pour organiser, c'est un peu plus compliqué,
Par contre, au niveau du public, on sait que le mois d'août est une date favorable puisqu'on a beaucoup de monde dans la région et sur Monaco à ces dates-là. Et donc, on pense faire le plein. Et puis, il y a l'affiche, Frédéric Chocard. Alors là, vous venez de le rendre public. Les Français seront notamment bien représentés, hein, avec plusieurs champions de France dont la présence a été confirmée. Alors, il est vrai que les athlètes français sont très importants pour nous à Hercules. On a beaucoup de spectateurs français. Et clairement, les nouveaux champions de France et qui sont déjà aussi à Eugene, aux États-Unis, pour les championnats du monde, se préparent et auront la chance de se confronter aux meilleurs mondiaux. Sacha Zoya, par exemple, la nouvelle pépite de l'athlétisme français, va se mesurer aux meilleurs mondiaux. Je pense que ce sera une belle confrontation. Nous aurons d'autres athlètes français, hein, Jimmy Gressier. Alors Jimmy Gressier, oui, lui, il apprécie particulièrement Monaco. Absolument, c'est vrai qu'il a déjà battu un record ici à Monaco Run en février sur notre course sur route. Et là, donc sur 3000 mètres, pareil, hein, je pense qu'il va essayer de s'attaquer au record de France. Et dans des courses de demi-fond qui sont toujours très élevées à Monaco, hein, qui est devenu quasiment la Mecque, on va dire, du demi-fond mondial, puisque la plupart des meilleures performances mondiales de l'année sont faites à Monaco, sur 1500, 3000, 3000 steeples. Souvent, chaque année, on retrouve les meilleurs perfs ici au Stade Louis II à Monaco. Mais en face, côté international, l'affiche se dessine elle aussi, elle est belle, hein, puisqu'ils auront les champions français à faire à des champions olympiques de Tokyo. Hein. Alors, les champions olympiques de Tokyo, en effet, sont déjà programmés, entre guillemets, puisqu'on en a déjà signé 6, dont Gianmarco Tamberi, qui est quand même le showman absolu ici au Stade Louis II. C'est son stade préféré, fétiche. Devant son public italien aussi, qui est très friand du meeting à Monaco, parce qu'on a une grande majorité de spectateurs italiens qui se déplacent. Donc il met le feu généralement à la tribune populaire, où se trouve le son en hauteur. Et c'est ce qu'on cherche de toute façon, à avoir une ambiance dans ce stade, puisque le stade plein, grosse ambiance, égale forcément performance, puisque les athlètes sont hyper motivés et leur motivation est décuplée, on va dire. Oui, ça les survolte. On le rappelle, Frédéric Chocard, au total, c'est une quinzaine d'épreuves, ce meeting femmes et hommes. Hein. Oui, alors donc c'est ça, 14 épreuves au total, femmes et hommes partagées, donc des épreuves dictées par la Diamond League. Après, on aura une épreuve additionnelle qui sera un 800 mètres féminin. Clairement, on se prépare sportivement à une superbe édition. Et pour le public également, j'en suis persuadé. Oui, ce sera peut-être l'heure de la revanche pour certains, effectivement. Un dernier mot, est-ce que vous allez également organiser des événements en marge de la compétition ? Alors nous avons la chance aussi de pouvoir organiser à nouveau les 1000 mètres Hercules en ouverture du meeting. Donc il y aura 34 courses de 1000 mètres ouvertes à tous les licenciés dans le Stade Louis II, de 10h le matin jusqu'à 18h40. Voilà, ce sera la grande fête de l'athlétisme. Merci Frédéric Chocard d'avoir été notre invité. Et rendez-vous le 10 août sur la piste du Stade Louis II. Patricia, merci beaucoup. Et j'ai un message quand même à passer donc aux spectateurs. Rappelez-vous que l'athlé, c'est mieux en vrai qu'à la télé, ce qu'on dit souvent. Donc venez nombreux remplir les tribunes du Stade Louis II le mercredi 10 août. Le message sera entendu sans aucun doute. Merci beaucoup Frédéric Chocard. Avec plaisir, bonne soirée, au revoir. Et il reste donc encore quelques places. Les ballets de Monte-Carlo sont de retour sur la scène du Grimaldi Forum. Ils proposent jusqu'au 17 juillet une soirée 3 chorégraphes, avec une création de Jean-Christophe Maillot bien sûr, mais aussi de 2 autres grands amis des ballets. En voici un avant-goût avec ce récit de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. La soirée 3 chorégraphes reflète réellement l'esprit qu'anime Jean-Christophe Maillot depuis 30 ans à la tête des ballets. L'idée étant d'inviter d'autres chorégraphes afin de profiter de ce formidable outil que constitue cette compagnie de 50 danseurs. 3 chorégraphes et non des moindres se partagent donc l'affiche.
Jiří Kylián, c'est quelque chose de très important à dire, c'est la première fois qu'il donne ce ballet à une autre compagnie que la sienne. C'est un ballet qu'il avait créé en 2002, mais il connaît tellement bien les danseurs qu'il savait que c'était quelque chose, c'est un ballet, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est une pièce d'une pureté, d'une élégance incroyable, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs, quelque chose qui est une réflexion sur le temps qui passe, mais avec une finesse, une délicatesse très rare. On y rit même pas mal, parce qu'il joue sur le côté théâtral. Et puis Mats, il a fait cette pièce qu'il n'a donnée qu'à l'Opéra de Paris et au Ballet de Monte-Carlo maintenant, qui s'appelle Kasi-Casa, qui est une pièce magnifique, très particulière, qui vraiment situe l'esprit très suédois du travail de Mats. Je rappelle que c'est le fils de Birgit Kullberg, qui était cette grande chorégraphe qui a vraiment généré quelque chose de formidable et d'incroyable au début du siècle. Et donc là, vraiment, de retrouver cette forme de théâtralité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Devenus amis fidèles, les trois chorégraphes ont en commun un attachement particulier pour le vocabulaire classique que chacun s'est approprié à sa façon. Mais les trois professionnels partagent aussi une histoire de cœur similaire. Alors il y a un point commun qui va vous surprendre. Jiří Kylián, Matsek et moi-même, on est tous les trois chorégraphes et on vit tous les trois avec une muse qui est à la fois celle qui nous a inspirés et celle qu'on aime. Matsek est avec cette femme extraordinaire qui s'appelle Anna Laguna, qui a été son interprète principale, qui a dansé dans le monde entier les ballets de Matsek. Jiří Kylián, bien sûr, avec Sabine Kupfenberg, qui est vraiment non seulement sa compagne, mais cette danseuse exceptionnelle qui a défendu son travail. Et moi, j'ai le plaisir de retrouver sur scène, pour ce spectacle-là, exceptionnellement, Bernice Kopiters, qui est aussi la femme avec qui je vis et qui est la muse avec laquelle j'ai travaillé pendant 30 années. La soirée 3 chorégraphes est à découvrir tous les soirs jusqu'à dimanche, dès 19h30, au Grimaldi Forum. L'été danse au Grimaldi Forum jusqu'à dimanche. Et quoi de mieux que de danser sous le soleil? La météo va-t-elle rester clémente ou non demain samedi, Christina Thomel? Samedi, le temps sera couvert dans l'ensemble malgré quelques éclaircies qui tenteront de percer les nuages. Les températures oscilleront entre 23 et 30 degrés. L'eau de mer sera à 26 degrés. Une bonne occasion de se rafraîchir. Le soleil se lèvera à 6h01 et se couchera à 21h11. Demain, nous fêterons les Carmen. Ce journal touche à sa fin. Nous vous avons donné plusieurs idées de sorties dans cette édition pour ce week-end. Le salon Art Monte-Carlo, l'exposition Louboutin, toujours au Grimaldi Forum, le spectacle 3 chorégraphes des ballets de Monte-Carlo. Et puis sur le port de Monaco, notez-le, les animations estivales sont ouvertes. Une petite halte familiale toujours très appréciée. Et c'est le thème de la série de photos de fin d'édition. Je vous retrouverai demain à 19h avec beaucoup de plaisir. Passez une très belle soirée. Thank you.